Tu penses peut-être que la Terre est massive, mais le Soleil représente près de 99,9% de la masse de tout le système solaire. Le reste de cette masse est constitué par les planètes et leurs satellites, les astéroïdes, les comètes, le gaz et la poussière. Le Soleil se trouve à environ 150 millions de kilomètres de notre planète, mais il nous tient chaud tous les jours. Sa température est d'environ 5500 degrés Celsius, mais l'espace qui l'entoure est toujours froid comme la glace. Pour comprendre cela, il faut faire la distinction entre la chaleur et la température. La chaleur est l'énergie qui se trouve à l'intérieur d'un objet. La température est ce qui nous indique si cet objet est chaud ou froid. Lorsque la chaleur est transférée depuis cet objet, la température augmente. Lorsque l'objet perd de la chaleur, sa température diminue. La chaleur peut être transférée de 3 façons différentes. Le Soleil le fait par rayonnement, cela signifie qu'il dégage de la chaleur sous forme de lumière. Ton corps dégage aussi de la chaleur, sous forme d'ondes infrarouges. C'est pourquoi les caméras thermiques peuvent détecter ta présence dans une pièce, même la nuit. Plus l'objet est chaud, plus il dégage de chaleur. La température n'affecte que la matière. Puisque l'espace est principalement du vide, il ne contient pas assez de particules pour que la chaleur puisse être transférée autrement que par rayonnement. Lorsque la chaleur provenant du Soleil arrive sur un objet, les atomes commencent à absorber de l'énergie. Mais la chaleur ne peut pas être transférée car il n'y a pas de matière dans l'espace. Ces rares atomes et molécules se trouvant dans l'espace absorberont la chaleur. Et ils resteront simplement ainsi, tandis que le vide froid restera froid. Il y a beaucoup de matière dans l'atmosphère de la Terre, donc l'énergie du Soleil peut s'y transférer facilement. Mais si tu mets un objet hors de l'atmosphère terrestre en plein Soleil, il finira par être chauffé à 121 degrés Celsius, car c'est une matière composée d'atomes et de molécules. La température du vide est de moins 270 degrés Celsius. Cela signifie que selon l'endroit où tu te trouves, l'espace peut soit te brûler, soit te geler. Le Soleil n'est pas vraiment jaune, il émet de la lumière sur une large gamme de longueurs d'onde. Nous pouvons déterminer sa température et sa couleur par le pic de son spectre. Par exemple, les étoiles plus froides seront rouges et les étoiles plus chaudes seront bleues. Entre les deux, des étoiles jaunes, oranges et blanches. En ce qui concerne le Soleil, le spectre culmine à une longueur d'onde que nous définissons généralement comme verte. Mais notre œil l'aperçoit différemment. Ainsi, cette nuance de vert, combinée à d'autres longueurs d'onde du spectre, va paraître blanche à l'œil humain. Nous percevons généralement le Soleil comme étant jaune car notre atmosphère diffuse la lumière bleue plus efficacement que la rouge. Pendant le lever et le coucher du Soleil, il y a plus de lumière rouge dans le spectre du Soleil, ce qui nous donne des couleurs chatoyantes. Les taches solaires sont des parties de la surface visible du Soleil qui sont en moyenne beaucoup plus froides que le Soleil lui-même. Elles se superposent à des parties qui ont un champ magnétique accru. Ces parties ne permettent pas la libération de la chaleur vers la surface visible du Soleil. Ainsi, le reste de la surface du Soleil est 3 fois plus lumineux que ces taches solaires. Ce contraste les fait paraître presque noirs. Si nous pouvions séparer une tache solaire du Soleil et la placer quelque part dans le ciel nocturne, elle serait différente, aussi brillante que la Lune lorsque nous la voyons depuis la Terre. Toutes les planètes de notre système solaire tournent dans la même direction, car elles se sont formées à partir d'un seul nuage protoplanétaire, à l'exception d'Uranus et de Vénus. Elles ont probablement subi un fort impact qui les a fait tourner dans la direction opposée. Mais c'est différent avec les galaxies. Elles ne se forment généralement pas à partir du même nuage de poussière et de particules. De plus, elles ne sont pas réparties au hasard dans l'espace. Elles se présentent sous forme de filaments, des brins denses et fins de matière noire et de galaxies, avec des vides entre eux. Les protogalaxies sont reliées par des forces gravitationnelles dans de petites zones de l'espace. Cela est probablement dû à la répartition de la matière noire dans l'univers. La matière dans les filaments se déplace en tire-bouchon et va vers la zone la plus dense. Il pourrait donc y avoir une direction commune dans laquelle les galaxies ont tendance à tourner, mais elle est principalement aléatoire. Il est possible que nous mettions un jour au point un ascenseur lunaire. Oui, un câble ancré à la surface de la Lune. Il s'étendrait sur 400 000 km. Nous ne pourrions pas l'attacher directement à notre planète car la Terre et la Lune sont toutes deux en mouvement. Mais nous pourrions le garder haut dans l'orbite de notre planète. Certains chercheurs pensent que nous pourrions construire un tel ascenseur pour quelques milliards de dollars. La Lune possède des ressources que nous pourrions certainement utiliser. Une forme rare d'hélium trouvée là-bas pourrait être utile dans les centrales à fusion de notre planète.
Nous pourrions aussi prendre d'autres éléments rares et les utiliser dans les smartphones et le reste de l'électronique. Ainsi, après environ 53 montées et descentes, l'ascenseur pourrait être amorti. Le câble serait aussi épais qu'un crayon, mais son poids serait d'environ 40 tonnes. Il pourrait même être fabriqué à partir du matériau que nous avons déjà sur Terre, sans avoir besoin d'inventer quoi que ce soit. Il pourrait même s'agir d'une combinaison de 2 ascenseurs. Un vaisseau spatial treuillerait un ascenseur depuis la surface de notre planète jusqu'à une station spatiale. Puis, il serait projeté vers la Lune. Il y aurait un autre ascenseur pour finalement le faire descendre à la surface de la Lune. Les planètes de notre système solaire ont des orbites prévisibles et stables, mais des collisions de géantes gazeuses ont pu se produire à un stade précoce lorsque le système planétaire était encore en formation. En cas de collision frontale, 2 géantes gazeuses fusionneraient. Elles ne finiraient pas par perdre leur masse, les matériaux de leurs enveloppes gazeuses ou ceux de leur noyau solide. Une telle collision à une vitesse plus élevée entraînerait la perte de la majeure partie du gaz de l'enveloppe. Et à très haute vitesse, boum, les 2 planètes disparaîtraient. Ce serait différent si la collision n'était pas frontale. Si les 2 noyaux parvenaient à s'éviter complètement, les géantes gazeuses ne fusionneraient pas, mais elles perdraient une partie de leur masse. Les géantes gazeuses pourraient même changer de forme à cause de telles collisions. Les astronomes ont découvert qu'il existait une galaxie extrêmement éloignée de nous qui ressemble à notre Voie lactée. Nous la voyons aujourd'hui telle qu'elle était lorsque l'univers n'avait que 1,4 milliard d'années. Or aujourd'hui, il a 13,8 milliards d'années. Il a donc fallu plus de 12 milliards d'années pour que la lumière provenant de cette galaxie lointaine atteigne notre planète. Cette galaxie est paisible, stable et étonnamment non chaotique, contrairement à toutes les autres galaxies qui étaient assez turbulentes à leur début. Pour quitter la Voie lactée, nous devrions voyager à environ 25 000 années-lumière du centre de la galaxie ou à 500 années-lumière verticalement. Notre galaxie est un disque d'étoiles qui s'étend sur environ 100 000 années-lumière et a une épaisseur de 1000 années-lumière. Le Soleil, son étoile centrale, est situé à mi-chemin du centre de la galaxie et près du milieu du disque dans le sens vertical. En quittant la galaxie, il faudrait aller plus loin que son bord pour s'éloigner du halo qui entoure la Voie lactée, vieilles étoiles, gaz diffus et amas globulaires. Si tu voulais aller encore plus loin pour voir la Voie lactée dans son intégralité, il te faudrait parcourir 48 000 années-lumière verticalement. À l'heure actuelle, nous n'avons même pas de télescope que nous pourrions envoyer là-bas. Il existe des étoiles centrales qui avalent des planètes. Notre système solaire est stable, contrairement à de nombreux autres systèmes planétaires, donc nous n'avons pas à avoir peur que la Terre ou une autre planète change d'orbite et se dirige vers le Soleil. Mais au moins un quart des autres systèmes planétaires avec des étoiles en orbite similaire à notre Soleil ont un passé plutôt chaotique. Dans certains d'entre eux, des planètes se déplaçaient et leurs migrations imprévisibles peuvent avoir perturbé les trajectoires de certaines autres planètes ou même les avoir poussées hors de leur orbite. Cela signifie que certaines planètes sont probablement tombées dans l'étoile centrale. Lorsque cela se produit, la planète se dissout dans la couche externe de l'étoile, ce qui signifie qu'elle est avalée.